Ma vie a radicalement changé. De ce petit fragile, faible, qui se réfugiait dans les coins des murs et dans les endroits les plus sombres, tout à coup, je suis devenu le chef de la bande. Dans ce nouvel épisode de Confidences de thérapeute, j'ai l'immense honneur de vous emmener à la rencontre de Jean Van Emmelrech, qui est psychologue, psychothérapeute, formateur à l'Université libre de Bruxelles. Vous allez découvrir un homme extrêmement charismatique, doté d'une immense sagesse, et je suis vraiment très heureux de vous laisser tout de suite en sa compagnie à travers la première question que je lui ai posée, qui s'intéresse aux raisons qui l'ont conduit vers un métier de thérapeute. Je crois que ça commence avec ma grand-mère. Je suis un petit garçon. Ma grand-mère est une personnalité dans ma vie. C'est un personnage important pour moi. Ma grand-mère est un personnage un peu hors du commun. C'est une dame qui est née le 1er janvier 1900. Elle est lyonnaise d'origine. Elle a épousé un soldat écossais, mon grand-père, qui est venu se battre en Belgique pendant la Première Guerre mondiale. Et elle a donc une vie très particulière, très chahutée. Et donc, elle en a développé une grande liberté. Et quand je suis petit garçon, je suis faible, en fait. Je suis fragile, j'ai des problèmes pulmonaires. Et donc, je me fais un peu martyriser à l'école, même beaucoup. Je suis fragile, je suis faible, et je suis face à un tortionnaire qui s'appelle Hugues, qui est grand, qui est gras, qui est puissant, qui est humiliant. Et ma grand-mère me dit, écoute, on va pas laisser faire les choses comme ça. On va t'acheter des chaussures de combat. Alors elle m'amène dans un magasin à acheter des chaussures dont la pointe est métallisée, comme ça, pour protéger les orteils quand les objets tombent. Et elle me dit, la prochaine fois que tu te retrouves face à Hugues, de toutes les forces que tu as, de ton pied, tu tapes violemment dans son tibia, avec ta chaussure de combat. C'est pas très orthodoxe, hein, je suis d'accord, mais toujours est-il que cette femme qui a dû affronter 2 guerres, qui a dû affronter 1000 choses, me donne ce conseil et je l'applique. Et je me retrouve face à Hugues. Je m'étais réfugié dans une sorte de grande balustrade en métal pour me protéger un peu sur mon dos et sur mes côtés. Et là, je tape très violemment dans son tibia. Je lui fais horriblement mal. Je lui ai pas cassé la jambe, mais quelque temps après, il avait comme un œuf à l'endroit de l'impact. Et ma vie a changé. Ma vie a radicalement changé. De ce petit fragile, faible, qui se réfugiait dans les coins des murs et dans les endroits les plus sombres, tout à coup, je suis devenu le chef de la bande. Ce fameux Hugues a totalement baissé pavillon par rapport à moi. Je suis devenu une terreur. Très modeste, hein, terreur, parce que j'avais des chaussures métalliques. Enfin bon. Mais je me souviens que ma grand-mère m'a accompagné dans une réflexion par rapport à ça, qui était le monde t'appartient, quoi. Tu fais ce que tu veux, quand tu n'as pas à te laisser faire. Des mots comme le destin, la fatalité, des choses comme ça étaient des mots qui l'énervaient énormément. Et donc, c'est le premier personnage qui m'a amené à me rendre compte qu'on avait un pouvoir sur le monde, une action modeste, hein, pour l'envergure de soi-même, rien de plus. Et je me souviens d'avoir dit à ma grand-mère, petit, qu'elle a, je ne sais pas, je dirais 4 ans, mais c'est peut-être précoce. J'ai dit à ma grand-mère, j'aimerais bien savoir ce que les gens ont dans leur tête. Donc j'ai l'impression que cette question de connaître l'autre est assez rapidement apparue. Et bon, par la suite, ma mère et mon père m'ont soutenu dans cette démarche. Et donc, j'ai l'impression d'avoir toujours eu cette idée en tête sans jamais véritablement la nommer, la reconnaître ou même l'identifier. Mais ça a toujours été là. Donc j'ai un côté Obélix, je ne parle pas au niveau du poids, j'ai l'impression d'être tombé dedans quand j'étais tout petit. Et que ça a toujours été comme une sorte d'évidence, tout en étant ni un calcul, ni un parcours réfléchi. Mais j'ai toujours eu une sorte d'attirance pour une série de personnes qui, dans ma vie, j'ai fait de belles rencontres, qui m'ont amené aussi à ce genre de choses. J'ai eu une vie un peu chahutée, j'ai eu une adolescence délicate. C'est un mot très élégant pour dire qu'en fait, je suis un ado pas en forme. Et dans ce parcours, j'ai rencontré des gens qui sont intéressés à ma manière de penser, à ma manière de voir le monde, à ma manière de réfléchir, de poser des questions, qui m'ont soutenu très fort là-dedans. Parce que j'ai toujours eu un sentiment, des fois inconfortable, que je pensais pas de la même manière que les autres. Non pas que j'étais bizarre,
mais je me sentais pas porté par les mouvements collectifs. J'avais toujours un peu l'impression de faire un pas de côté, d'être un peu hors jeu comme ça. Et ce côté un peu outsider, plusieurs personnes, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnes qui l'ont validé, qui l'ont reconnu, qui l'ont soutenu, et qui ont fait quelque part que de ce parcours initial d'être moins, où je suis devenu un peu plus fort, et des rencontres qui ont jalonné un parcours de vie, des belles rencontres, des professionnels. Mais avant ça, j'ai arrêté l'école à 14 ans. À l'époque, en Belgique, on devait aller à l'école jusqu'à 14 ans. Et j'ai arrêté l'école à 14 ans, j'ai fait 1000 petits boulots de misère, hein, des boulots sans importance. J'ai fait une formation pour devenir vitrier, j'ai été homme d'entretien, j'ai été laver les verres dans un bar, dans une boîte de striptease, j'ai des choses un peu étranges. J'ai fait des boulots improbables j'ai été chauffeur camion pendant de nombreuses années. Ce sont des choses qui ont forgé mon caractère, je crois, mais qui m'ont surtout amené à rencontrer des personnes qui me demandait mon avis sur quelque chose, qui s'intéressait à ma manière de voir, et donc qui la validait. Et ça m'a donné ce sentiment particulier qui est que j'ai un regard sur le monde. Et quand j'étais petit garçon, avec ma mère et mon père, ma grand-mère aussi, on allait sur des terrasses de café, et on voyait les gens arriver, comme ça, qui marchaient, et il fallait les commenter. Pas dire du mal, mais imaginer leur vie au détour d'une marche, d'un rythme, d'un visage, d'une attitude générale. Il fallait les commenter. Et ma grand-mère était quelqu'un de très, très irrévérencieux, très impertinent. Et donc elle allait vers les gens en leur disant « La coiffure que vous avez, vous l'avez choisie, ou les vêtements que vous portez, c'est vraiment un choix ou c'est une obligation ?» Donc elle pouvait être vraiment impertinente. Elle m'a appris aussi cette impertinence que j'ai toujours aujourd'hui. Je commence à devenir un vieil homme, mais l'impertinence commence à être pour moi un outil qui m'accompagne depuis toujours, qui m'a valu beaucoup d'ennuis aussi, hein, parce que l'impertinence n'est pas toujours bien tolérée, mais c'est cette alliance entre liberté et impertinence. Et donc du coup, après avoir fait tout ce parcours avec plein de métiers différents, avoir quitté l'école à 14 ans, quel a été le premier pas que tu as mis dans le monde de la thérapie, de la psychologie? Alors en fait, dans mon parcours, il y a aussi un parcours amoureux. Hein, et donc je rencontre, du haut de mes 17 ans, une très 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 belle femme qui fait des études de sociologie. Elle a 2-3 ans de plus que moi. Elle est très séduisante et je découvre cette femme et je découvre sa bibliothèque. Elle a une bibliothèque remplie de bouquins dont j'ai jamais entendu parler, des bouquins de sociologie, d'anthropologie. Et je découvre ces livres et je me mets à les lire avec un plaisir qui m'étonne moi-même. Et un jour, cette femme avec laquelle je partage une relation d'amour me dit « Mais qu'est-ce que tu fous à conduire des camions? Ces bouquins, tu les comprends mieux que moi. Pourquoi tu fais rien ?» Alors, je me mets à me promener de côté de cette histoire. Donc, je vais faire ce qu'on appelle en Belgique un jury central, c'est-à-dire ce qui permet de terminer ses études secondaires. C'est une voie alternative, c'est une vraie boucherie parce que c'est très maltraitant, mais c'est une opportunité qui est faite de pouvoir se relancer. Et puis, l'anecdote est très cocasse, mais en même temps, elle est tout à fait étonnante. C'est que j'ai un copain qui va s'inscrire à l'UNIF. Il me doit de l'argent. Pas grand-chose, hein, ça coûtait rien à l'époque de s'inscrire à l'université. C'est pas le cas aujourd'hui. Et je lui dis, écoute, plutôt que de me rembourser, tu fais la démarche, tu m'inscris en géologie ou en histoire, je dis. Et puis il part, lui, il s'inscrit en histoire, comme il avait toujours prévu de le faire. Mais la file en géologie était très longue. En psycho, elle était courte, donc il m'a inscrit en psycho. Donc je me retrouve avec des études de psychologie, parce qu'un copain n'avait pas envie de faire la file d'une demi-heure de plus. C'est absurde comme histoire, c'est fondamentalement absurde. Et en même temps, c'est tellement évident. Ça coule de source avec tout ce que j'ai pu raconter avant. Cet ami m'a rendu un service. Je ne crois pas qu'il y ait un hasard, je crois qu'il n'y a rien par rapport à ça. Il n'y a pas de sens caché dans cela. Il y a juste une opportunité que j'ai saisie. C'est comme ça que je suis revenu. Et donc, j'ai simplement été identifié par quelqu'un qui m'a dit « Mais tu as les outils pour le faire, fais-le ». Alors après, comme j'avais un parcours scolaire assez médiocre, je ne suis pas un très bon élève quand j'étais dans
À l'école, l'autorité, moi, c'est pas vraiment un truc qui marche bien. Et donc l'école a été très rapidement un calvaire pour moi. Je dis pas à 6 ans, mais je sais qu'à 9 ans, j'ai été la première fois déjà renvoyé d'une école pour impertinence. Hein. J'avais un cours de religion et dans une école catholique, tout ce qu'il faut, parce que mes parents voulaient que j'aie une bonne éducation. J'ai demandé, lorsque le prof de religion racontait l'exode du peuple juif et la traversée de la mer, j'ai demandé pourquoi les Égyptiens n'avaient pas pris leur sous-marin. Je dis pas que c'est d'une intelligence remarquable, mais je suis un petit garçon. Et le type s'est emporté, m'a sauvagement puni, quoi. Et mon père, qui n'est pas souvent venu à l'école, me laissant me débrouiller, c'était pas son truc, il est venu voir ce prof et il a dit, mais en quoi sa curiosité est une impertinence? C'était un ouvrier, mon père, hein, c'était pas un intellectuel. C'était un homme très malin, qui avait dû arrêter l'école à cause de la guerre, qui était très, très érudit par lui-même, mais il n'avait pas un cursus scolaire. Et malheureusement, ça lui a fait beaucoup de tort dans sa vie. Et il est allé voir ce bonhomme en lui disant, expliquez-moi, il pose une question. Il pose une question. Il ne fait rien d'autre. Dites-moi en quoi est-ce que c'est une impertinence. Le mec n'a jamais pu répondre. Et là, mon père m'a offert une clé qui, aujourd'hui encore, est une clé essentielle dans ma vie, c'est que tout est l'objet de questions. La curiosité n'a pas de limite. Vous pouvez ne pas répondre à ma question. La liberté vous est donnée, bien sûr, de faire avec ma question ce que vous voulez. Éventuellement me dire ça ne vous regarde pas, c'est mon intimité, et il n'y a aucune raison que je vous y laisse rentrer. Évidemment que là, je me permettrai de comprendre pourquoi vous voulez pas que j'y rentre, mais j'y rentrerai pas. Et mon père a posé cette question qui m'accompagne aujourd'hui encore, hein, 60 ans plus tard. Encore aujourd'hui, je me dis, la curiosité, c'est une chose essentielle. Aller toujours voir un peu plus loin, s'interroger, ne pas s'arrêter à la première chose. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui m'a aussi accompagné tout le temps. Donc du coup, tu as été diplômé de l'université, tu es devenu psychologue. Et ensuite, comment s'est dirigé un peu ton parcours, un peu plus quand même dans l'approche théorique qui est la tienne aujourd'hui? Alors, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Il y a des rencontres. Hein. Je fais la psycho en Belgique, c'est 5 ans. Et la dernière année, c'est une année de stage. Où on va pratiquer le métier. Et j'ai rencontré quelqu'un de fondateur dans mon parcours, qui est Edith Golbeter, qui m'a remarquablement accueilli dans son équipe et qui a travaillé avec. J'ai travaillé avec elle, j'ai eu le privilège de travailler avec elle pendant 1 an, de la regarder faire. C'est une grande thérapeute. Je me suis inspiré, c'est un premier modèle. Et avant ça, à l'université, j'avais eu la chance d'avoir Annick Segers, Laurent, comme prof, aussi dans des dimensions pratiques, pas tellement théoriques, pratiques. Oui, il y avait de la théorie, bien sûr, mais surtout sur le comment faire. C'était ma maître de stage. Et ces 2 femmes, Annick Segers et Edith Golbeter, sont véritablement les architectes de mon parcours, quoi. Elles ont construit. Je me suis laissé porter par beaucoup de reconnaissance et beaucoup d'admiration pour la qualité de leur travail. Et c'est vraiment, en anglais on dit qu'être parent, c'est comme jouer au bowling, it's like to play bowling. Hein, et c'est-à-dire vous prenez une boule, vous la posez, puis vous la poussez. Puis elle fait sa vie, hein, mais vous la poussez, c'est cette impulsion. Et j'ai reçu de ces 2 femmes qui ont été vraiment remarquablement soutenantes et encourageantes, mettant en avant ces éléments soutenant cette originalité, cette liberté, cette curiosité, voire cette impertinence qui était là depuis toujours. Quelles sont les personnes qui ont été significatives, vraiment marquantes dans ton parcours professionnel? Professionnel, il y a d'abord ma grand-mère. Hein. D'abord, c'est clair qu'il y a une reconnaissance professionnelle de cela. Il y a ces 2 personnes. Il y a Annick Segers-Laurent, qui est vraiment la personne de référence, Edith Golbeter, l'autre personne de référence. Durant mon parcours universitaire, il y a François Deucarts, grand professeur freudien, remarquable personnage. Le hasard, bon, les facs de psycho sont surtout peuplées de femmes, il y a peu d'hommes. Et pourquoi? Mais en tout cas, je ne le pourrais pas le dire, mais il y a eu une rencontre entre cet homme et moi il m'a encouragé, il m'a dit, c'est vraiment un homme, c'est un traducteur pointu de Freud. C'était un homme d'une remarquable compétence, qui était très honnête dans sa manière d'être prof. Il donnait envie de lire Freud.
de le relire et de le relire encore. Et il me précisait d'emblée que son examen serait un examen d'un classicisme absolu. Donc l'examen était vraiment, comme d'habitude, avec des questions, des réponses, avec un questionnaire très pointu, très précis, il fallait avoir étudié par cœur. Mais son cours était un remarquable cours qui donnait une ouverture sur le monde. C'était vraiment extraordinaire. Par la suite, il y a des rencontres. Il y a un monsieur qui a fort influencé ma carrière, qui n'est pas très connu, qui s'appelle Stéphane Lechantre, qui a mon âge, qui a mon parcours, qui est psychiatre, que j'ai rencontré à l'hôpital, très rigoureux, qui m'a beaucoup appris des choses aussi. Et puis, il y a des personnages un peu plus importants. Il y a naturellement Robert Neuburger, qui est un modèle absolu et avec lequel j'ai le privilège de travailler maintenant, et qui est un homme qui a influencé ma pensée, ma manière de travailler. Ses écrits sont lumineux. Il y a Dominique Voituron, qui est une psychiatre française avec laquelle j'appelle ma patronne. Ça l'énerve quand je dis ça, mais elle a été ma patronne à l'hôpital. Elle était la chef du service. Et là, je lui suis d'une reconnaissance sans borne parce que cette femme, mais elle m'a dit un jour, écoute, voilà, je travaillais pour elle dans un service d'hospitalisation en psychiatrie, un hôpital psychiatrique. Et cette femme m'a donné les clés du service, elle m'a dit, c'est toi qui gères. Et j'ai géré comme psychologue un service d'hospitalisation psychiatrique de 30 patients en crise. Et c'était une liberté que j'ai jamais eue nulle part ailleurs. Et donc un très grand soutien aussi. Naturellement, elle était là. Si j'avais besoin d'elle, elle était là. Elle se chargeait bien sûr de la dimension médicale. Le dernier grand personnage, vraiment très étonnant pour moi, c'est Guillaume Sloos. Je donne une conférence un matin. Petit psychologue qui donne une conférence ce matin vers 9h. Guillaume Sloos, que je n'ai jamais rencontré, que j'ai lu avec une avidité sans nom, que j'ai lu et relu avec une avidité sans nom. Et dans la salle, je le vois devant ses papiers en train de prendre note. Enfin, il prépare sa conférence, quoi. Il va parler, lui, vers 15h. Il est en train de travailler. Et à ma surprise, mais alors vraiment très grande, quand il donne sa conférence, toute sa conférence est construite sur la mienne. Il me cite, mais il me cite en disant pas Jean Vanet-Mollerec, il dit « et Jean a dit, et Jean a dit, et Jean a dit ». Et pour moi, c'est un peu une surprise. Alors après, c'est le cocktail, après le colloque, et une sympathie est née entre nous, et donc on a donné de nombreuses conférences ensemble. Et j'ai été supervisé par lui par la suite. J'ai bénéficié de son regard et de son apport. Et aussi, c'est un impertinent, hein, c'est un impertinent bien poli, hein, c'est pas un impoli, c'est un impertinent, m'a soutenu dans ma manière de travailler. Il y a lui. J'ai eu le privilège aussi de rencontrer très modestement Moni El-Kaïm, je le connais mal. J'ai eu la joie de le rencontrer au groupement belge des formateurs en thérapie familiale. Voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour. Non, je manque à ma parole. Il y a un autre homme qui a fort influencé ma parole, comment puis-je oublier de le dire, c'est Jacques Lemakers. C'est devenu un ami, c'est un homme qui m'a donné envie d'approfondir toute l'approche théorique et l'approche pratique de la supervision d'équipe, de travail institutionnel. Il m'invite maintenant régulièrement dans le sud de la France, c'est un vrai bonheur. Plume, c'est vraiment tout l'apport théorique sur comment fonctionne une institution. Il y a un dernier personnage auquel je pense, mais comment fais-je pour ne pas y penser plus vite? C'est Ziggy Hirsch. Quand je donne une conférence, j'ai comme une sorte de besoin impérieux d'illustrer, quel que soit le sujet, par une blague. Mon père était un blagueur, un blagueur absolument exceptionnel, un raconteur d'histoires. J'ai grandi dans 3 langues, en français, en anglais et en néerlandais. J'ai un rapport à la langue qui est un rapport étrange, même si le français est la langue dans laquelle je vis depuis longtemps. Ma compagne est française, mes enfants ont grandi dans le monde francophone, mes amis sont francophones. J'ai néanmoins des origines langagières un peu complexes, ce qui fait que le français reste pour moi une langue d'adoption. Je garde une certaine hésitation par rapport au verbe. Une manière de me rassurer, c'est notamment de m'inspirer des blagues, des histoires. Mon père, je l'ai vu faire, et pour moi, c'est une manière de m'approprier la langue et de jouer avec la langue. Un jour, je travaillais en cancérologie. Il y a un monsieur qui me dit « Est-ce que vous pourriez venir dans la chambre de mon père ?» Alors oui, bien sûr, j'y vais. J'accompagne. Il y a le papa qui est dans le lit, pas bien, il a quelques
jour de sa mort. Il y a son épouse, effondrée comme on l'est dans ces cas-là. Et le fils cadet me dit, écoutez, voilà, on voudrait vous demander votre aide parce qu'en fait, mon père est un raconteur de blagues. Mais comme tous les raconteurs de blagues, il les raconte 5 fois, 6 fois, on les connaît par cœur, ces blagues. On aimerait pouvoir continuer à les faire raconter entre nous une fois que papa sera mort. Est-ce que vous pourriez nous aider? Alors, comment se débrouiller avec ça, quoi? Alors, j'ai pataugé, je me suis débrouillé avec ça. Et j'ai un jour raconté cette anecdote à Ziggy Hirsch. Et Ziggy Hirsch m'a dit, mais l'humour est une chose importante, et il m'a poussé dans l'humour, enfin soutenu dans l'humour. L'humour est une manière de briser l'assignation à résidence. Alors, le métier de psychothérapeute est de beaucoup ouvrir de ces assignations, d'essayer de sortir de ce dans quoi on est prisonnier. Et l'humour est une manière, est un outil qui permet de faire voler ça en éclats. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir été coaché et soutenu par Ziggy Hirsch? Parce que c'est un homme qui, justement, a utilisé toute sa vie cela comme une manière de se maintenir en vie. C'est un homme qui a montré combien l'humour était une manière d'être en vie. Enfin, pas seulement l'humour, la façon dont on peut raconter le monde, raconter des histoires, s'ouvrir à l'altérité par la narration. Ça, c'est vraiment très, très important. Il y a un truc, tu vois, qui m'est arrivé, c'est quand j'ai fait mon service militaire. Ça s'est pas très, très bien passé. J'ai commencé ma carrière militaire, comme je parle d'autres langues, comme chauffeur d'apparat. Donc, je conduisais une grosse berline pour l'OTAN. Mais je vois pas bien les couleurs. Et un général d'armée américain qui avait perdu des morceaux de son corps sur les plages en Normandie, je l'ai pris pour un général allemand. Donc j'ai perdu mon accréditation de chauffeur d'apparat. J'ai fini ma carrière militaire comme chauffeur camion poubelle. Et pour tenir la route, je m'étais dit, bon, ben, chaque jour perdu pour l'armée, je me les donnerai en vacances. Donc j'ai fait un an de service militaire, donc je me suis donné 2 ans de congé. Et puis j'ai rencontré de nouveau une personne importante dans ma vie, un étudiant, un copain de ma compagne, un sociologue, qui partait faire son travail de fin d'université, donc son mémoire, dans le sud algérien, qui m'a dit, mais viens avec moi, j'ai une accréditation. On ne pouvait pas rester en Algérie à l'époque plus de 6 semaines. Comme lui allait faire une étude, ben, il avait obtenu 6 mois de séjour, il m'a dit, mais accompagne-moi. Et donc on est parti en 2 chevaux. Ça se fait plus aujourd'hui et je trouve que c'est dommage. Et puis bah, lui, il est resté à demeure pour faire son étude dans une ville qui s'appelle Gardaïa, qui est une ville absolument d'une beauté époustouflante. Et moi, j'ai poursuivi, j'ai fait tous les pays à l'époque, c'était pas dangereux, le Niger, le Mali, tout ça. Puis je suis revenu en Algérie et retrouvé mon copain anthropologue. Et j'ai été visiter la ville de Benizgen, qui est Gardaïa, c'est 5 villes. Et Benizgen. Et Benizgen, c'est une ville qui est comme toutes ces villes, elles sont en front de désert. Elles sont construites pour lutter contre le sable. C'est-à-dire que les ruelles sont très sinueuses, très tortueuses pour casser le vent. Les premières maisons, c'est ce qu'on appelle les maisons sentinelles. Il n'y a pas de fenêtres, tellement le vent frappe dessus et donc le sable. Mais naturellement, on se paume très rapidement. Et les femmes là-bas, elles ont un voile qui fait 6 mètres de long, qu'elles se torsadent sur le corps. Elles ne gardent qu'un œil et elles serrent le voile dans leurs mains, dans leurs dents, pour avoir les mains libres. Et j'étais paumé. Et il y a une de ces femmes voilées qui a ouvert son voile et qui m'a dit, dans un français absolument extraordinaire, « Puis-je vous aider, monsieur ?» Cette femme avait un papa Mzabit, donc les habitants là sont blancs, hein, c'est les berbères blancs, et sa mère était Peul, donc une femme du Sahel, quoi. Hein, dans les femmes qui font 2 mètres de haut, qui sont noires, ébènes. Et le métissage des deux a fait une femme avec une peau pêche et des yeux oranges. Et je n'ai plus trouvé le souffle. Je ne savais plus quoi dire, tellement j'ai été sidéré par cette femme, avec laquelle j'ai vécu par la suite quelques temps, le temps que les djihadistes nous réclament. Et j'ai rencontré donc un monsieur là-bas, qui était le père de cette femme, et qui a dit, bon, ben, t'es pas musulman, mais puisque ma fille te trouve à son goût, ça ira comme ça. Et donc elle s'est dévoilée, elle a retiré de son voile, une liberté que je crois aujourd'hui n'existe probablement plus. Mais ce monsieur a dit, on va d'abord faire une rencontre, on va d'abord se rencontrer, tu viens faire un bout de désert avec moi. Ah bon? Et donc cet homme m'a emmené dans le désert, et il m'a dit, tu vois le rocher là-bas? J'ai dit, ouais, on y sera dans 2 mois, dans 2 semaines. J'ai dit, mais enfin, on le voit, mais la chaleur et tout,
les distances sont un peu étonnantes. Il y a pas de limite à l'horizon, hein. C'est ça le désert, hein. C'est qu'on voit, il y a rien en Belgique, ça n'existe pas. Non. Et on est parti. Et donc, il y a différents types de déserts, notamment des déserts de sable. Et il a répondu à la question que tu poses. On arrive au sommet, donc les dunes sont pentues comme ça et pentues comme ça. Donc et elles avancent. Donc le sable glisse. Et donc tu as un côté comme ça. Donc pour marcher dans le désert, c'est difficile. Il faut trouver les angles d'approche. À un moment, il s'est arrêté. Il m'a dit, tu vois, un rocher, quand il glisse, tu sais où il va aller. Hein. C'est pas son destin, c'est son chemin. C'est son chemin. Les choses suivent toujours leur chemin. Si tu le veux ou tu le veux pas, tu vas arriver quelque part où tu dois arriver. Il n'y a pas de surprise. C'est pas ton destin. La notion de destin, c'est de la connerie. C'est un soufiste, hein, donc un philosophe musulman brillant. Par la suite, j'ai appris. Hein, mais les choses suivent un chemin qui doivent être leur chemin. Tu peux bien sûr influencer ce chemin. Tu peux prendre à gauche ou à droite, mais il y a quelque chose vers lequel tu vas. Tu sais pas vers quoi tu vas, mais tu y vas. C'est un chemin. Tu peux prendre le chemin que tu veux pour y arriver, mais tu vas quelque part. J'ai bien aimé cette image-là. Donc je crois en fait que depuis de nombreuses années, je pense que je vais quelque part. Je sais pas où je vais, mais je vais quelque part. Je suis un chemin qui est pas enfermant, hein, parce que je veux dire, le nombre de fois où j'ai tourné à gauche ou à droite, où j'ai changé d'orientation, dire qu'un copain part pour m'inscrire en géologie et m'inscrit en psycho, c'est un peu cette idée de faire confiance à ce qui t'arrive parce que ça t'amène quelque part et tu te laisses porter, quoi. Tu navigues entre les dunes en prenant à droite, à gauche, et est-ce qu'il y a quand même dans ton parcours ou dans ton existence ce fameux rocher qu'il t'avait montré en te disant dans 2 semaines on sera là-bas? Est-ce qu'il y a un truc comme ça dans ton existence où tu peux te dire même si je pars un peu à gauche, même si je pars un peu à droite, quand même ma finalité elle est là-bas? Non. Non, il y a des rochers sur lesquels je me suis cogné. Ça oui, où je me suis pété la gueule, ça oui. Hein, il y en a 2, 3 en psychiatrie, une jeune fille qui se suicide alors que je l'accompagne. Comprendre au fond qu'elle me l'avait dit, mais j'avais pas perçu, donc à la limite pas à la limite, une erreur professionnelle. Et donc, une remise en cause particulièrement importante. Le sida, je travaille en unité en infectiologie, donc je travaille avec des patients sida. Et mon premier patient est mon témoin de mariage. On s'est disputé. Enfin, on s'est éloigné sur une petite tension ridicule. On s'est même pas vraiment disputé. On n'était pas d'accord sur un détail. Mais j'ignorais totalement qu'il était séropo à l'époque, séropositif. Or, à l'époque où la sida arrive sur le marché, les premiers patients séropositifs sont honteux. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils se disputent avec leur environnement pour les tenir éloignés, pour ne pas montrer leur maladie. C'est un peu ce qui m'est arrivé. Puis j'arrive à l'hôpital. À l'époque, c'est tout au début, hein, je veux dire. Donc, on a un chapeau, des lunettes, un masque, des gants, transformés en schtroumpf. Et donc, mon premier patient, la première personne que je rentre dans une salle pour le voir, c'est mon témoin de mariage. Il va mourir 3 jours plus tard. Voilà, donc des choses très, très sauvages comme ça. Puis d'autres événements extraordinaires, des chances, des opportunités, des gens qui disent « Tiens, j'ai envie que tu viennes travailler avec nous ». Par exemple, je veux dire, Annick Stegers, à qui je dois d'avoir été engagé dans une école de formation en thérapie familiale, Robert Luburger, qui un jour m'a proposé de venir à Paris, donner une conférence. Au début, c'était une toute petite conférence de périphérie, et puis il m'a donné plus de place. Puis il y a une part importante de tout ça que je dois aussi à ma compagne, hein, qui me soutient et qui m'encourage très fort dans tout ça. Mais je sais que le chemin que je suis n'est pas un chemin hasardeux, mais je vais nulle part. Si tu avais des conseils, disons 3 conseils, 3 conseils que tu aimerais donner aux jeunes générations de thérapeutes, comment est-ce qu'ils pourraient se formuler? Alors, le premier, c'est de se promener. Je veux dire, vraiment de se promener au niveau théorique, de lire dans tous les sens et encore, de se promener dans tous les territoires, de l'art, de la peinture, tout ça, vraiment d'être curieux de tout, parce qu'on a besoin de s'ouvrir. Moi, chaque patient que j'ai en thérapie m'ouvre un univers, quoi, je veux dire. Et donc, c'est vraiment d'aller se promener. Le deuxième, c'est de savoir que c'est un métier éreintant. C'est un métier où, bien sûr qu'on est assis le cul dans un fauteuil à l'abri de la pluie et du vent et de la neige, et qu'on ne travaille pas dans des conditions physiquement intenables.
Mais après une journée de travail, le métier de psychothérapeute, c'est un métier érodant, usant. Donc il faut faire vidange. C'est un mot que je cherche depuis désespérément, depuis que je fais le métier de psy. Hein, tu sais que les hommes utilisent beaucoup leur bouche et leur trou de balle pour exprimer les choses. Hein. Ça me fait chier, je suis dans la merde, ça me fait... j'en ai plein le cul, je vomis. Enfin, il faut que ça sorte, quoi. Je veux dire, hein, là, un très très grand anthropologue avait émis l'hypothèse que pour être psy, c'était un travail de plomberie, quoi. Hein. Hein, soit on débouche des tuyaux, soit on comble des fuites. Il faut vidanger. Et c'est-à-dire qu'il faut se débarrasser de ce qui est déposé sur nous. Toute la journée, on reçoit de la trahison, du mensonge, de la tristesse, de la colère, de l'abandon. Enfin, on est en contact avec des émotions usantes, quoi. Je veux dire, on doit se vidanger. J'ai toute ma vie travaillé en institution, dans des groupes. Depuis maintenant quelques années, je travaille tout seul. Il faut pas rester seul. Pour vidanger, j'ai besoin des autres. Donc il y a des groupes avec lesquels je cause, les collègues avec lesquels j'échange. Il faut que je vidange à la fois ma colère, ma tristesse, mon ennui, mais aussi les questions. Parce que là, par exemple, pour l'instant, je suis devant une question. 3 fois d'affilée, j'ai une dame brillante qui a une relation avec son fils extrêmement bonne. Le fiston est très doué pour l'école. Il est tellement doué qu'il saute des années. Quand il arrive à 18 ans, il rompt avec sa mère. 3 fois déjà que j'ai cette situation. Et je comprends pas trop. Donc je vais aller chercher les collègues. Il y a sûrement un collègue qui a une richesse quelque part, qui lui est allé se promener ailleurs, a eu une idée ou a déjà eu cette expérience, a réfléchi. Donc il faut, pour moi, vidanger. Le troisième, c'est pas faire que ça. C'est pas faire que psychothérapeute. Il faut faire autre chose en même temps. Il faut pas s'enfermer là-dedans. Il faut le faire, mais il faut pas faire que ça. Parce que je trouve que on est un peu déconnecté du monde et il faut un peu revenir dans le monde. Il faut faire autre chose. Merci beaucoup. Parmi ces 3 conseils que tu donnes, le premier c'était de lire beaucoup, de lire plein de choses. Est-ce que tu aurais comme ça des ouvrages de référence ou des auteurs que tu trouves particulièrement marquants? Si vraiment tu devais conseiller à quelqu'un d'aller lire quelque chose pour toi qui a pu te marquer, ce serait quoi? Alors, pour moi, le premier bouquin, c'est Le mythe familial de Robert Le Bourget. C'est un bouquin qui a vraiment été crucial pour moi. Beaucoup de Robert. Hein. Lui existait. Les 2 premiers, peut-être, ce serait le mythe familial et exister de Robert Le Bourget. Il y a La compétence des familles de Guy Oslo. Pour moi, ça, c'est les incontournables. Après, si tu as une petite heure, je dirais qu'il faut lire Marat Selvini, qu'il faut lire Boris Cyrulnik, il faut lire cela avec avidité. Et puis, il y a les bouquins qui sont à côté. Et là, dernièrement, il y en a un où je me suis rendu compte que j'attendais ce livre depuis très très longtemps. C'est un bouquin de Claire Marin, qui s'appelle Être à sa place. Je m'inspire aussi beaucoup de la littérature. Donc, il y a plusieurs auteurs qui sont, pour moi, fondamentaux dans le métier qu'on fait. Il y a Victor Hugo. Il y a Victor Hugo, pour moi, qui est un vrai systémicien. Michel Tournier, qui est pour moi un incontournable. Il y a Nicolas Mathieu, là, que je découvre pour l'instant, qui est une belle découverte. Et donc, je suis un peu toxicomane de la lecture. Magnifique. Tu es la première personne qui me parle de Victor Hugo et c'est mon auteur préféré de tous les temps. Ah non, mais Victor Hugo, tu sais, dans Victor Hugo, tu as ce passage où Jean Valjean marche dans la campagne, il fait froid, il fait humide. Il longe le mur d'une propriété où une branche d'arbre dépasse, il a faim, il a froid. Et il y a 3 pommes sur le pommier, et il les prend. Il est arrêté par la gendarmerie, et il va au bagne, il est voleur. Et Victor Hugo dit « il est ». Et tu vois, c'est ça l'intérêt. On dit pas « il fait un vol », on dit « il est voleur ». Ça devient son identité. Et toute l'œuvre de Victor Hugo, c'est comment ce que tu fais devient ce que tu es. Et donc, c'est ça qui est effroyable. C'est cette assignation à résidence. Si tu as volé une pomme, t'es un voleur. Si tu as dit un truc de travers, t'es un menteur. Tu deviens ce geste. Alors, si la littérature
te paraît être une bonne idée, un auteur qui, moi, je crois, a vieilli, enfin, j'en sais rien, je le crains. Tous les grands auteurs hein, qui sont pour moi fondamentaux, dont Stendhal. Oui, j'adore. Stendhal, qui décortique les émotions et construit ses romans d'une manière systémique. Ce que je pense, ce que tu penses, ce que je pense de ce que tu penses, ce que je pense que tu penses que tu penses que je pense. Donc cette complexité des réflexions partagées pour un petit garçon qui voulait savoir ce que les autres ont dans leur tête, Stendhal, c'est époustouflant. Et il y a un auteur qui, pour moi, me paraît aussi grandiose, Dino Buzzati. C'est un journaliste exceptionnel qui a écrit Le Désert des Tartares. Le Désert des Tartares, c'est une œuvre majeure. Ça vaut Victor Hugo. C'est deux soldats qui sont mutés dans un fort au fin fond de l'Afrique, où ils vont, ou au fin fond de quelque part, on ne sait pas où d'ailleurs. Et il y a des Tartares qui vont attaquer. Et toute leur vie, ils montent sur les remparts voir. Et puis c'est le jour de leur retraite. Hein, ils vont quitter le fort. Et là, au loin, il y a du mouvement. C'est exceptionnel. Il décrit comme ça. Mais Dino Buzzati a écrit le rêve dans l'escalier, qui est un rêve, un cauchemar absolu, mais il a écrit cette nouvelle où un monsieur rentre pour une maladie tout à fait bénigne dans un bâtiment où au premier étage, c'est les cas les plus légers, et au dernier étage, c'est les mouroirs. Et au gré de toute une multitude de petits événements, il monte les étages alors qu'il n'y a pas de raison, et il finit par mourir. Et donc c'est aussi un homme qui montre l'enfermement, la capture. Il y a Fritz Zorn, peut-être que tu as lu Mars de Fritz Zorn. Hein, c'est un Balois, c'est un banquier balois issu d'une famille protestante qui explique avec une puissance phénoménale que la seule solution qu'il a de s'échapper, c'est de mourir dans un cancer. Donc il attribue, naturellement c'est dangereux, mais il attribue à la maladie une assignation particulière. Et donc on trouve dans la littérature ce que je crois être le conseil majeur que je pourrais donner à n'importe qui a envie de faire le métier de thérapeute, c'est que chaque rencontre thérapeutique est une découverte à chaque fois nouvelle. Chaque fois, j'ai jamais vécu 2 séances de psychothérapie semblables. Il y a des gens qui m'intéressent plus que d'autres, ça c'est vrai. Mais j'ai jamais vécu 2 rencontres identiques. Alors les livres de psychose, ça explique les généralités, et puis dans la vie, on croise jamais ça. Et la littérature, c'est justement ça, c'est ce particularisme, ce goût du détail. Parce que le métier de psy, c'est ça pour moi. Hein. Je veux dire, quand quelqu'un rentre et qu'il te dit ma mère ne me faisait jamais de pizza, ma mère ne m'aimait pas, ma femme ne me fait pas de pizza, ils sont en train de te dire que ta femme l'aime pas. Sur une pizza, sur un détail, sur un grain de sable. La littérature, c'est ça. Et ça, c'est pour ça que c'est fondamental. Il y a une phrase dans Madame Bovary que tu cites qui m'avait marqué et que je me souviens encore aujourd'hui où Flaubert écrit « Puisque la parole humaine est un chaudron fêlé où nous battons des mélodies à faire danser les ours alors qu'on voudrait attendrir les étoiles. » Et je trouve cette phrase absolument magnifique et qui résume bien effectivement ce qu'on peut vivre tous les jours dans nos cabinets de thérapeutes. Je ne vais pas la commenter mieux que toi. Et dans cette navigation, il y a un moment donné où tu t'es retrouvé en face d'une dune qui était l'écriture de ton ouvrage, ou en tout cas le chemin de la vie t'a amené à écrire un ouvrage que je trouve à titre personnel magnifique, qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup aidé dans ma vision notamment de la thérapie de couple, en tout cas dans ce cadre-là, qui s'appelle La Mal-Séparation. Est-ce que tu serais d'accord pour expliquer un peu comment tu en es venu à écrire cet ouvrage, voilà, qu'est-ce qui t'a traversé, comment les dunes t'ont conduit au pied de la Mal-Séparation? C'est nouveau des rencontres, quoi. Hein. J'ai rencontré un magistrat, il y a longtemps maintenant. Hein. J'avais été invité à un colloque, je ne sais plus sur quel sujet, ça j'ai oublié, mais qui était plutôt branché magistrature, donc magistrat, avocat, droit, quoi. J'étais un peu la bête étrange dans l'univers. Et il y avait un magistrat absolument extraordinaire qui est malheureusement décédé aujourd'hui, qui m'a dit vous pourriez vous occuper de nous, dites-moi un peu plus. Il m'a dit voilà, on pourrait constituer un groupe de magistrats et vous nous superviseriez. Je dis moi j'y connais rien, on peut essayer. Et je le fais toujours, hein. Je veux dire, ça fait maintenant plus de 20 ans que je supervise des magistrats et qui viennent, des magistrats de famille, hein, qui font du divorce, qui font la situation patrimoniale, qui font des problèmes de famille. Et c'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Ils m'ont invité à venir dans des prétoires, à aller m'installer dans un coin de prétoire et à voir des situations.
Et donc, à la suite de ça, on m'a demandé si je voulais bien participer à un programme de formation à la médiation familiale. Donc, apprendre à ces avocats qui tentent une autre solution par rapport au divorce, de comprendre comment fonctionne un couple, quoi. Et un jour, j'ai une cothérapeute qui est une femme avec laquelle je travaille régulièrement, qui est une pédopsie, qui est exceptionnelle. C'est une toute petite madame que j'ai rencontrée en psychiatrie lourde, avec un patient qui était un bulldozer, un Turc de 2 mètres de haut avec des muscles partout, qui était fou de rage. Et c'est toute petite cacahuète, elle fait 1m61. Elle a dit « Asseyez-vous, sinon vous aurez affaire à moi ». Et le mec s'est assis. J'ai jamais très bien compris. Je travaille avec elle très nombreuses fois. Il y a un copain avocat qui me dit « Écoute, j'en peux plus. J'ai un type là qui me casse les pieds. J'en peux plus vraiment. J'ai envie de lui tordre le cou. Est-ce que tu pourrais le prendre en thérapie ?» On rend service aux gens qu'on aime, hein, et donc je reçois ce monsieur. Et ce mec est casse-pied. C'est vrai, il est casse-pied. Il arrive dans mon bureau, il parle de lui 21 secondes, et puis l'heure qui suit, il parle de son ex-épouse. Il parle de son ex-épouse, et il la balance, On le reçoit 1 heure plus tard, il recommence la même chose. Et c'est la même chanson toutes les fois, quoi. Je lui dis, écoutez, moi c'est pratique, je dis, hein, vous me racontez tous les jours la même situation, je me mets en veille, je fais une sieste avec vous, hein, vous me payez pour venir me raconter la même histoire chaque jour, est-ce qu'on va faire toujours ça? Donc on essaye de faire un peu autrement, et on est arrivé à ce qu'avec ma copine pédopsie, on invite l'ex à venir. Ah, ça a fait du bruit, hein, ça a gueulé, ça s'est déchiré, mais ça a donné des choses intéressantes. Et donc, on s'est dit, tiens, on va tenter quelque chose tous les deux. Et on a proposé à une série de copains avocats, magistrats, de recevoir des couples qui se déchirent, qui n'arrêtent pas de se déchirer, et qui donc grignotent le temps des avocats, et surtout des secrétaires d'avocats. Hein, je suis le meilleur copain des secrétaires d'avocats qui en ont marre de recevoir des coups de téléphone, ils ont des longues litanies, 20 minutes, sur le monsieur qui se plaint de madame, madame qui se plaint de monsieur, ils sont séparés depuis 20 ans. Et donc je reçois des couples qui sont séparés sans l'être vraiment. Ils ont commencé une histoire, ils se sont séparés, mais ils se sont mal séparés. D'où le titre de mon bouquin, La mal-séparation. Ils se sont mal séparés. Alors au départ, je suis là pour les aider à bien se séparer, mais c'est pas du tout ça le boulot. Le boulot, c'est que pour fabriquer un couple, il faut fabriquer une histoire d'amour. Eh ben, pour se séparer, il faut fabriquer une histoire de désamour. Et donc, je les aide à raconter leur couple autrement, de manière à ce que, justement, ils arrêtent. Alors, pourquoi je le fais? Ben, à 99% des cas, parce qu'il y a des enfants qui trinquent. C'est surtout ça, en fait. C'est de travailler avec des enfants maltraités, littéralement maltraités, dans des situations de séparation conjugale. Et pourquoi ça m'a intéressé? C'est parce que, quand j'ai commencé comme psychologue à 23 ans, en sortant, enfin, je faisais un peu plus, à 27 ans, commencé comme jeune psychologue à travailler, mon premier boulot, quand je sors de l'école, c'est de me retrouver dans ce qu'on appelle en Belgique la défense sociale. La défense sociale, c'est une unité de psychiatrie dans laquelle sont placés des gens qui ont commis des délits, mais qui, au moment où ils l'ont commis, sont considérés comme un état d'irresponsabilité, donc de folie. Et les premières personnes que j'ai eues, c'est des femmes qui avaient tué leur enfant. Donc, en Belgique, aujourd'hui, c'est un tout petit peu bougé, mais pas énormément. Les hommes qui tuent leur enfant au lendemain d'un divorce vont en tôle, les femmes vont en psychiatrie. On ne peut pas imaginer qu'une femme soit responsable d'un acte aussi barbare que de tuer son enfant. Première personne que je rencontre m'explique que quand elle a étranglé son fils, il s'est laissé faire. Elle a dans les yeux une détresse énorme. Mais on n'a pas de tendresse, on n'a pas d'empathie pour une femme qui a tué un enfant. C'est un monstre. Et je suis entouré de bonnes sœurs, hein, l'hôpital dans lequel je travaille, c'est entouré de bonnes sœurs. Elles parlent de ces femmes avec un profond mépris. Elles ont tué leur enfant, c'est des bêtes, elles sont vraiment d'une brutalité. Et c'est pas mon job d'être brutal avec les gens, ça sert à rien, ils ont déjà été jugés, condamnés, évalués, tout ça. Donc je vais essayer de comprendre. De nouveau, un mot sur lequel le français et l'anglais et le néerlandais se cognent. Comprendre, en français, c'est donner du sens, mais c'est aussi je te comprends, ça veut dire que j'accepte, je tolère. Et les bonnes sœurs disent, il y a rien à accepter. Je suis pas là pour accepter, je suis là pour comprendre. Et la première madame, elle m'a dit, voilà pourquoi j'ai tué mon enfant. Quel est le sens de ça? Ça avait à voir avec une séparation qui était mal ficelée. Et toutes les femmes que j'ai rencontrées me parlaient de séparation, de couples qui continuaient à les torturer, mais 20 ans, 10 ans, 5 ans après s'être séparés. Et là, c'est devenu un centre d'intérêt, et j'ai essayé de comprendre à quoi ça sert. À quoi ça sert
de mal se séparer. Eh ben, en fait, c'est une manière de lutter contre l'absence de l'autre, quoi. C'est une manière de maintenir vivant son couple, pour le résumer très rapidement, parce que c'est plus complexe que ça. C'est plutôt que d'assumer la séparation, c'est de garder l'autre présent. Dans tous les registres de la fabrique d'un couple, on continue à faire vivre l'autre de manière physique, psychique, relationnelle. On ne le caresse plus, on le griffe, on ne lui dit plus des mots d'amour, on lui dit des mots de haine. On a une occupation principale. Et le premier patient que j'ai reçu, il me parlait que de sa compagne, de laquelle il était séparé depuis 3 ans. Donc elle était à l'intérieur de lui. Il n'y avait pas accès à lui, quoi. Et on voyait bien qu'il utilisait son ex-compagne comme un bouchon pour empêcher tout ce qui a à voir avec lui d'émerger, de sortir. Et voilà, c'est devenu un boulot que je fais un peu moins maintenant, parce que c'est difficile, hein, je veux dire. On soit des couples qui se déchirent, hein. C'est pas des couples tendus, c'est des couples qui travaillent au bombardement, qui travaillent à la mine, qui travaillent au marteau, qui sont dans une colère. Et donc, il faut d'abord, dans un premier temps, absorber cette colère, enfin pas l'absorber, la laisser venir, et justement pas l'absorber, la remettre dehors, vidanger, dont je disais tout à l'heure, et petit à petit gagner un tout petit peu d'espace et de terrain pour avoir accès à autre chose. Là où ça marche vachement bien, à ma grande surprise, mais j'ai jamais trouvé une formule adéquate, mais c'est celle que j'utilise pour l'instant, c'est un à peu près. Je leur dis que je désire les rencontrer pour mettre leurs enfants en congé. Je leur dis, vos enfants, ils travaillent pour vous, là. Moi, je voudrais les mettre en congé. Est-ce que vous pourriez m'aider à les mettre en congé? Ouais, enfin, avec quoi vous venez Alors je leur explique, ben voilà, vos enfants, ils sont pris dans un conflit qui n'est pas le leur, et ils travaillent pour ça, ils sont mis au boulot pour ça. Moi, je voudrais qu'ils soient mis au chômage, qu'ils soient en congé. Alors, les enfants ne travaillent pas pour nous, alors on travaille là-dessus, et puis on se rend compte, un exemple le plus banal, le plus classique que tout le monde connaît, c'est tu diras à ton père, tu diras à ta mère, donc c'est l'enfant qui devient messager d'un parent, et puis qui arrive chez l'autre et qui se fait couper en tranches parce que le message qu'il transmet ne correspond pas à ce que l'autre parent attendait. Et l'enfant va s'entendre dire, mais enfin, t'es avec lui ou t'es avec elle? Et donc, au détour de ça, on peut travailler sur un enfant qui répond, c'est pas mon problème. C'est rudimentaire, mais ça donne des résultats vraiment étonnants. D'où l'écriture du livre, que je dois naturellement à l'impulsion de Robert. Hein. C'est lui qui m'a... Je suis pas un écrivain très assidu. La chose n'est pas facile d'écrire quand on a mes origines langagières est une souffrance aiguë. Et c'est Robert qui m'a poussé. Et ça me permet de me rendre compte que j'ai oublié tout à l'heure de nommer 2 personnes qui ont été fondamentales dans mon parcours. Il y a Isabelle Duret. Je voudrais vraiment pas oublier Isabelle Duret. Isabelle Duret, c'est ma compagne d'école. C'est la fille avec qui j'ai fait mes études. Et qui m'a permis de rencontrer son père. Et son père est un monsieur extraordinairement important pour moi dans mon parcours. C'est le professeur Duret, qui était un gastro-entérologue. Mon premier job, mon premier endroit de travail, c'est en psychosomatique. Ma connaissance médicale est nulle. La réunion, ce sont des somaticiens qui discutent de foie, de poumons, de viscères. Moi, je suis paumé, quoi. Et donc, je note sur une petite feuille de papier tous les mots que je ne connais pas. Et alors, je vais avec ce monsieur qui est un grand professeur d'université, un homme français d'origine, très vieille France, comme on dit, très élégant, parlant vraiment calmement, d'une manière, un français parfait, très, un peu poussiéreux aujourd'hui, mais très élégant, qui va promener son chien dans un parc où les propriétaires de chiens s'appellent par le prénom du chien. Et donc ce grand professeur, tout à coup dans le parc, se fait appeler du nom de son chien. C'est vraiment très surprenant. Et donc je lui explique c'est quoi une rate, c'est quoi un duodénum, et il m'explique. Il est gastro-entérologue, c'est un interniste, il est brillant. Et en échange, je dois lui raconter des blagues. Ça, c'est le deal que l'on a. Que ce monsieur, professeur d'université, chef de service dans un grand hôpital universitaire de gastro-entérologie, brillant somaticien, réputé, reconnu, me dise « raconte-moi des blagues » a validé chez moi un sentiment de reconnaissance et d'encouragement. Et donc ce grand monsieur, qu'on aurait pu croire sévère et sérieux et docte, et donc je dirais que quelque part, les 2 personnes qui m'ont le plus encouragé dans mon métier hors profession, c'est lui et mon père. Ça, je veux surtout pas l'oublier. Merci beaucoup. Je sais pas si tu as vu le film Retour vers le futur, qui est un film des années 80 dans lequel tu as... Oui, absolument. Le premier, j'ai vu. Imagine que je te donne les clés
la DeLorean de Retour vers le futur, que tu as les clés d'une machine à voyager dans le temps. Ouais. Est-ce que tu les utiliserais? Et si oui, pourquoi? Est-ce que tu l'utiliserais? Et si oui, pourquoi? Sur un plan professionnel ou sur un plan amoureux? Sur tous les plans que tu veux. Ah, c'est le plan amoureux. J'ai le plaisir de vivre avec une extraordinaire femme, thérapeute familiale elle aussi, Cathy Collier. Je suis très, très, très admirateur de ma compagne. J'aime beaucoup la manière dont la première fois je la rencontre. Ma voiture tombe en panne, je monte dans un tram, je vois une très belle femme dans ce tram, très élégante, que j'ai croisée sur les bancs d'école. J'ai jamais trouvé l'occasion de lui adresser vraiment la parole. Et donc le hasard me permet de m'asseoir en face d'elle. Et je lui dis, voilà, je prends jamais de notes au cours, est-ce que je pourrais avoir tes notes? C'est juste pour avoir l'occasion de lui adresser la parole. Et elle part dans un extraordinaire éclat de rire. Aujourd'hui encore, hein, ça fait 40 ans qu'on vit ensemble, quand elle m'écrit un mot, je ne sais pas lire. C'est une écriture de... je ne sais pas d'où ça vient, martien, c'est des scrabucci dans tous les sens. Et donc, je la fais rigoler. Et c'est ce moment-là, c'est un moment de joie immense. Il y a peut-être un autre moment, oui, peut-être que je montrerai dans la voiture. C'est, j'ai 14 ans, ça va vraiment pas à l'école, vraiment pas. Je me suis encore fait renvoyer pour indiscipline. C'est vraiment un calvaire. Et je vois mon papa. Alors mon papa m'appelait le nain. Moi je ne fais qu'1m87. Mon père faisait plus de 2 mètres. Que du muscle, hein. Un monsieur propre, un énorme monsieur, avec des grandes lunettes de mouche comme ça. Et je vais le voir et je lui dis, c'est plus possible, quoi. C'est plus possible. Et il m'écoute, calmement. Mais puis il me dit, ben, alors tu arrêtes l'école. Quelques années au préalable, j'étais dans une école, mon père voulait que j'ai une bonne éducation, dans une école très catholique, où les filles et les garçons étaient séparés. À cette époque-là, la mixité n'existait pas encore vraiment. Et les horaires de sortie de l'école étaient séparés de manière à ce que les garçons et les filles ne se croisent pas aux arrêts de tram et aux arrêts de bus. Avec un ami, on avait mis en place une technique qu'on jouait au ballon. Il s'appelait aussi du même nom que moi, mais pas totalement la même orthographe, Van Emmelrek. Et une fois lui, une fois moi, un jour de pause, une fois lui, une fois moi, on tapait le ballon au-dessus du mur de la cour de récréation. Le ballon allait dans la rigole de la rue. Et alors on allait voir le prieur qui surveillait. Mon ballon est dans la rue. On allait chercher le ballon, on tapait vers 4h20, les filles sortaient vers 4h10. On voyait passer les filles, c'était un moment d'un érotisme rare, quoi. Et puis on revenait, puis le lendemain c'était lui, puis bon. Et à la fin de l'année, j'avais plus ou moins bien travaillé à l'école. Là, ça allait. Le prieur, donc, on convoque mon père et moi, et on ne sait pas pourquoi, et mon père, il va quand même un peu questionnant. Et le prieur, un vrai jésuite, hein, dit, vous comprenez, nous épousons certaines valeurs dans le cadre de notre enceinte scolaire auxquelles votre fils n'adhère pas véritablement. Mon père dit, je ne comprends pas trop. Mais vous comprenez, nous avons certaines filières sur lesquelles nous insistons beaucoup, que les élèves y accordent toute leur... Mon père ne comprenait rien, il dit, je comprends rien ce que vous racontez. Bon, ben écoutez, voilà, on aimerait que votre fils aille dans une autre école parce qu'il aime les filles. Et là, mon père me regarde, me tape sur la cuisse, il me dit, ça c'est bien, mon garçon. Par 2 fois, et j'ai des milliers d'exemples, par 2 fois, mon père m'a profondément accompagné. Et ces moments-là sont des moments de vie où je garde un amour absolu, une admiration sans borne pour cet homme qui m'a toujours encouragé là où j'étais. Et ce sont des moments, quand je ne peux plus les vivre, il est malheureusement mort. Je le convoque dans ma tête, hein, je convoque mon père régulièrement pour discuter avec lui quand j'ai des décisions à prendre. Là, je sors d'une maladie délicate et j'ai souvent pensé à lui, de ce qu'il m'aurait dit pour traverser ces moments-là. Ce sont des moments comme ça que j'aimerais revivre, ça oui. Alors il y a des moments professionnels, mais ceux-là sont plus fugaces. Voilà, j'espère que vous aurez passé un aussi agréable moment que moi en la compagnie de Jean. Vous retrouverez, comme d'habitude, dans la description des liens vers tous les ouvrages qui ont pu être conseillés, également vers celui de Jean, qui à titre personnel m'a beaucoup intéressé, que j'ai trouvé très riche d'enseignements. En attendant avec impatience de vous retrouver pour un nouvel épisode, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.